Le temps est un sujet rebattu. Tout le monde en parle. Les philosophes, les sociologues, les psychologues, les biologistes, les physiciens, tous ont écrit des centaines de milliers de pages sur le temps. C'est une notion que chacun éprouve sans arrêt. Le temps qui passe, qui s'écoule, quoi de plus banal. Et pourtant, personne n'est capable de le définir clairement. Ce que l'on éprouve, c'est la durée des événements. Mais d'autres acceptations existent. Le temps de l'esprit, le temps jadis, le temps indéfini, il était une fois, les cycles biologiques. Newton a fait définir le temps universel, mais Einstein a tout remis en question avec sa relativité restreinte. Rassurez-vous, je ne vais pas traiter ici les notions d'espace-temps telles que le décrivent les astrophysiciens, ni celles de la physique quantique. C'est une remarque de Pascal Rao qui m'a posé le problème. Si on est capable d'évaluer la durée du temps, de définir leur chronologie, leur simultanéité, l'antériorité ou la postériorité qui sépare les événements, de les classer de façon cohérente et utile pour notre vie de tous les jours, en a-t-il toujours été ainsi à toutes les époques? L'homme préhistorique ressentait-il les choses comme nous? Était-il capable d'évaluer, de mesurer le temps? L'espace et le temps de la préhistoire ne sont évidemment pas sans normes et sans repères. Les références spatiales et temporelles ont toujours existé sous des formes plus ou moins complexes. Mais elles nous sont rarement parvenues ou sont restées illisibles. Comment aborder ce problème par le préhistorien qui fouille un site? Pour l'archéologue, l'espace et le temps sont constitués d'une même matière, observée suivant deux plans orthogonaux, la surface et la profondeur du site de fouille. Historiquement, l'approche stratigraphique nécessaire à l'établissement de chronologie a été la première à être étudiée. Depuis une cinquantaine d'années, les fouilles se font en fonction des trois dimensions spatiales délimitées par un quadrillage. Elles sont complémentaires et indissociables. La surface étudiée va permettre de décrire une zone d'activité, un site d'habitat, un espace domestique, des aires d'activité artisanale, des structures rituelles. Au-delà du site d'habitation, le préhistorien va essayer de trouver des preuves du territoire occupé, avec ses zones de cueillette, de chasse, d'approvisionnement de matériaux lithiques. La profondeur va permettre de reconstituer le temps. Plus l'archéologue creuse, plus il s'enfonce dans le passé, dégageant des couches reflétant des cultures différentes qu'il dénomme en fonction des sites éponymes, moustériens, aurignaciens, gravétiens, magdaléniens, voire des périodes ou des ères, paléolithiques, mésolithiques, néolithiques. Citadins du XXIe siècle, nos habitudes, nos réflexes ont été façonnés par notre longue histoire. Les lumières de la ville ont masqué le ciel et ses astres. Notre approvisionnement se fait au supermarché. Nos déplacements se font en voiture, en train, en avion. Pour nos lointains ancêtres, il en allait tout autrement. L'espace-temps pour le préhistorique, c'était son milieu de vie, d'habitat, de chasse, de cueillette, de déplacement, de travail. Comme tous les animaux, ils savaient vivre en fonction du jour, période d'activité, ou de la nuit, période de repos. Ils constataient chaque jour que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Ça ne devait pas lui poser de problème, mais il était peut-être bien embêté quand il voulait imaginer comment le soleil repasse de l'ouest à l'est. Les Égyptiens inventeront à ce propos l'idée de la barque du dieu Ra. Il eut également très vite la notion de saison en suivant le cycle vital des troupeaux, avec ses périodes de naissance des petits, de migration d'hiver, où la vie est plus difficile. Il savait que le cycle des saisons se renouvelle régulièrement. La notion d'année fut sans doute plus difficile et plus longue à mettre en place, à mesurer. Sans lumière la nuit, il devait observer la voûte céleste, étoilée, et constater le déplacement des astres. Le cycle de la Lune a dû progressivement lui suggérer la notion de mois lunaire, de 29 jours, dont chaque quartier dure 7 jours, la semaine.
Quelle perception avait-il de ces phénomènes naturels? Comment est-il arrivé à associer ces notions, à hiérarchiser les jours, les semaines, les mois, les saisons, les années? Concept plus difficile à percevoir. Quelle considération avait-il de son espace-temps? Le temps lui-même lui semblait-il linéaire ou cyclique? Quelles conséquences pouvait-il en tirer pour donner un sens à sa vie, à ses mythes? Il est bien difficile de répondre à ces questions. Le préhistorien n'est pas un romancier, il doit rester très prudent, leur donner un sens. Il ne peut se prononcer que s'il a des preuves concrètes. Mais quelles preuves? Avant de commencer à décrire les artefacts trouvés lors des fouilles, laissés par les préhistoriques, il me paraît utile de faire un petit rappel astronomique pour ceux qui, par hasard, en auraient oublié les détails. L'année solaire correspond à l'intervalle de temps au bout duquel la position apparente du Soleil sur son orbite revient à la même valeur. C'est la durée moyenne qui sépare le commencement des 4 saisons. Cette notion de durée moyenne est importante. La vitesse de la Terre sur son orbite n'est pas uniforme, car cette dernière est une ellipse. La durée de l'année a varié au cours du temps. Elle diminue régulièrement, actuellement d'environ 0,5319 secondes par siècle. Elle était évaluée en l'an 2000 à 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 45,2 secondes, soit un peu plus de 365 jours standards de 24 heures. Le schéma de droite montre les positions de la Terre sur son ellipse au cours de l'année. L'inclinaison de son axe font que l'hémisphère nord est plus éclairé l'été, l'hémisphère sud l'hiver. Dans notre hémisphère, le jour le plus long est défini au solstice d'été, 20 ou 21 juin, le plus court est le solstice d'hiver, 21 ou 22 décembre. Les jours et les nuits sont de même durée aux équinoxes de printemps, 20 au 22 mars, et d'automne, 21 au 23 septembre. Le schéma du bas à gauche montre pour chaque phase les portions de la Lune illuminées par le Soleil et vues à partir de la Terre. Le schéma montre un cycle de lunaison. La Lune présentant toujours la même face vers la Terre et son orbite étant peu inclinée, les phases lunaires présentent à peu près toujours les mêmes parties de la Lune d'un cycle à l'autre. Il existe 4 phases lunaires principales, délimitées chacune par 4 points caractéristiques de l'apparence lunaire. La nouvelle Lune, la phase visible, n'est pas éclairée par le Soleil. Le premier quartier, seule la moitié de la face visible est éclairée. La pleine Lune, la face visible est alors entièrement éclairée. Le dernier quartier, la dernière moitié de la face visible, est éclairée. La durée moyenne d'une lunaison est de 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 2,9 secondes, soit environ 29,53 jours. Ceci étant dit, revenons aux vestiges de nos préhistoriques. Ils ne sont pas très nombreux. L'une des plus anciennes preuves que l'on a retrouvées est la Vénus de Lossel, dite Vénus à la corne, qui date des Gravettiens, environ 25 000 ans avant le présent. Elle est conservée au musée d'Aquitaine, à Bordeaux. Elle a été sculptée en bas-relief sur un bloc de calcaire peint à l'ocre rouge. Elle correspond à un personnage féminin, nu, vu de face, tenant dans sa main droite un objet interprété généralement comme une corne de bison. La corne est gravée de 13 encoches, sa chevelure tombe sur son épaule gauche. Comme chez toutes les Vénus paléolithiques, on retrouve un certain nombre de conventions figuratives, avec certaines parties exagérément développées, comme l'abdomen, les hanches, les seins, les fesses et la vulve, alors que d'autres sont absentes, comme les pieds, le visage, tournés vers la corne. Sa main gauche est posée sur son ventre, ce qui peut avoir du sens. Les 13 marques sur la corne, selon certains chercheurs, pourraient évoquer les cycles annuels lunaires ou menstruels.
Le journaliste américain Alexander Marshak s'appuie sur le fait que la corne, tenue dans la main, serait en fait un croissant de lune, dont les 13 stries représentent le nombre de cycles lunaires dans une année. Cycle lunaire, cycle menstruel, la femme enceinte utiliserait-elle en quelque sorte un mode d'emploi pour indiquer les périodes les plus propices à la reproduction? Le gynécologue obstétricien Jean-Pierre Duhart confirme que les formes et la gestuelle de la Vénus, la main en protection sur le ventre, sont caractéristiques de la femme enceinte. Il interprète les marques sur la corne comme un calendrier obstétrical. Notons que toutes les Vénus du Paléolithique, plus de 80, peuvent suggérer des symboles de fécondité, de natalité. À Serjac, en Dordogne, dans l'abri sous roche nommé abri Blanchard, fut trouvée une plaque osseuse avec des inscriptions étranges. Cette pièce archéologique fut datée du Paléolithique supérieur, vieille de 33 000 ans. L'étude de ce morceau d'os et son inscription firent penser qu'on se trouvait là en présence d'un calendrier lunaire. Cela attira l'attention d'Alexander Marshak, déjà nommé. Puis, quelques années plus tard, de Chantal Jegg-Volkiewiec, nom difficile à prononcer que je nommerai par ses initiales JW. L'inscription de l'os comporte 69 marques, 69 jours, qui figurent des pleines lunes ainsi que des croissants de lune dans leur face croissante et décroissante. Certains signes ont été gravés de gauche à droite, d'autres dans le sens contraire. Deux cycles lunaires se superposent sur l'inscription de l'os de l'abri Blanchard. Par une étude minutieuse qui dura plusieurs années, Chantal JW en conclut que, assis, le dos contre la falaise de l'abri Blanchard, les observateurs orientés vers l'ouest ont noté chaque soir les couchers lunaires et la hauteur de la Lune par rapport à l'écliptique. Comme le cycle se reproduit à l'identique tous les 19 ans, elle a recommencé la même observation du 19 mars au 23 mai 2004, vérifiant ces mesures par le registre du Bureau des longitudes. L'exactitude du graphique est bluffante. Libre à chacun d'entre vous de recommencer l'étude en 2023 aux mêmes dates ou d'utiliser le programme Stellarium sur Internet pour refaire les calculs. Cette pièce archéologique est ainsi l'un des plus vieux témoignages de connaissances astronomiques de nos ancêtres du Paléolithique supérieur. Cela prouve que les Cro-Magnons de l'abri Blanchard étaient des sapiens à part entière, sachant utiliser des repères célestes pour déterminer l'écoulement du temps et prévoir leurs activités. Il me semble par contre illusoire de faire de Serjac le premier observatoire lunaire et de l'os gravé la première publication scientifique concernant les phases de notre satellite. Un autre os gravé a été découvert en 1865 dans l'abri Larté, situé dans le vallon des Gorges d'Enfer, en aval des Aisies. Il s'agit d'un artefact datant de l'Aurignacien inférieur, daté d'environ 32 000 ans. Marshak a étudié longuement cet os dont la lecture est compliquée. Les entailles sont gravées en périphérie, des cupules sont alignées au centre. Les lignes ne contiennent pas le même nombre de cupules. Les lignes de la première face sont au nombre de 30 ou 31, c'est-à-dire le nombre de jours d'un mois. Le nombre total de marques sur cette face correspond à une période de 11 mois. Sur la seconde face, on retrouve le même processus mental que pour l'os de l'abri Blanchard. Chaque rangée contenait une phase lunaire, commençant et finissant par un changement de phase. Les cupules étaient faites avec des poinçons différents, prouvant que leur gravure ne s'était pas faite en une ou deux fois, dans un but décoratif, mais sur une période d'exécution relativement longue. Le microscope prouve que ces gravures étaient ensuite couvertes d'ocre, permettant de bien distinguer les marques sur le fond clair de l'os.
Les dates imprimées sur la photo du bas ont été rajoutées par Chantal JW, qui a effectué à son tour un travail long et compliqué que je ne reprendrai pas ici. La grotte de Lascaux a fait couler beaucoup d'encre, suscité de nombreuses hypothèses, plus ou moins fantaisistes. Chantal JW s'est bien sûr intéressée à cette grotte. À l'époque du Solutréen, le porche n'était pas encore effondré, et les rayons du soleil pénétraient dans les grottes le soir du solstice d'été. Comme les programmes informatiques permettent de reconstituer le ciel à n'importe quelle époque, elle a pu imaginer comment les astres et les constellations pouvaient être projetés sur les parois de la salle des taureaux et correspondre aux peintures visibles. Mon ami, le journaliste Pedro Lima, rappelle ses travaux dans un film Lascaux, le ciel des premiers hommes. On peut donner foi ou non à cette hypothèse audacieuse, contestée par nombre de préhistoriens. Toutefois, on ne sait pas l'étendue de la voûte qui pouvait être éclairée à cette époque. De son côté, le docteur Michael Ruppengluck de l'université de Munich a cru découvrir dans la grotte de Lascaux un calendrier lunaire. Selon lui, des groupes de points et de carrés peints entre les représentations de taureaux, d'antilopes et de chevaux en témoignent. Sous une superbe peinture d'un cerf se trouve une rangée de 13 points, un point pour chaque jour, se terminant à gauche par un carré. Pourquoi 13 se demande l'auteur? C'est la moitié du cycle mensuel de la Lune, dit-il. À la nouvelle Lune, quand elle disparaît du ciel, nous voyons une place vide, représentant peut-être symboliquement la Lune absente. Et ce serait le carré. Pour Chantal JW, la scène du puits serait également une représentation du ciel solutréen. Le trait rouge est l'axe central. Il indique la direction du pôle et du zénith. La grande sagaie en rouge pointillé, qui transperce les tripes du bison, est orientée d'environ 56 degrés, représentant soit le lever du soleil d'été, soit le coucher du soleil d'hiver. La petite flèche bleue indiquerait le lever du solstice d'hiver ou le coucher du solstice d'été. Le mouvement des animaux va de la droite vers la gauche, tout comme le mouvement des constellations qui tournent au-dessus du pôle. La partie centrale de la figure étant à 0 degré géographique, on peut imaginer le ciel de l'époque dans cette direction. Par de savants calculs, Chantal JW arrive à situer les constellations de la Vierge, du Lion, des Gémeaux, du Taureau, des étoiles Sirius et Orion. J'avouerai que toutes ces théories expliquant le ciel de Lascaux me semblent quelque peu tirées par les cheveux. On peut se demander quel était l'intérêt des hommes de Lascaux de peindre un traité d'astronomie sur les parois du puits de la grotte. La lecture chamanique de ces peintures, souvent expliquée par Pascal Rau, me semble plus cohérente. D'autres os gravés ont été trouvés en Tchécoslovaquie, à Kulna. Marchak y remarque des séquences de 15 marques courtes, puis 16 longues et à nouveau 15 courtes. La notation commence le jour de la nouvelle lune, invisible, et va jusqu'à la pleine lune, 16 grandes marques, puis à nouveau vers la nouvelle lune, 15 petites marques. Marchak décrit également une pointe de défense de mammouth en provenance de Gonzi, en Ukraine, qui montre des séquences de marques séparées par de larges espaces. Une étude au microscope lui permit d'avancer l'hypothèse d'une période de 4 mois, une saison entière, avec 4 lunaisons. Tous ces exemples tendraient à prouver que Homo sapiens avait nettement un besoin de noter le déroulement du temps pour planifier ses activités en fonction des événements astronomiques lunaires. En 2007, fut trouvé dans les collines d'Iban, à Velletri près de Rome, ce petit objet en calcaire marneux comportant 27 ou 28 entailles, regroupés en 3 ensembles de 7, 9, 10 ou 11 encoches. D'après l'université de Sapienza, les entailles pourraient dater de plus de 10 000 ans.
Cet objet aurait d'abord été utilisé comme percuteur pour modifier d'autres outils en pierre, puis comme pilon pour broyer de l'ocre rouge. Les entailles ont été réalisées au fil du temps en utilisant plusieurs sortes d'outils. Il est interprété par Flavius Altamira comme un calendrier lunaire. Les bâtons percés sont des objets bien connus en préhistoire. Leur finalité ne saute pas aux yeux. Ne connaissant pas leur usage, les préhistoriens les ont d'abord décrits comme des bâtons de commandement, puis comme des redresseurs de saguets, des poignées pour entraîner la rotation de la forêt sur un morceau de bois. Les scientifiques ont cherché sur l'objet des traces d'usure qui ont prouvé qu'il y avait souvent un lien, une corde qui passait à l'intérieur du trou. Ainsi, le bâton percé aurait pu être utilisé pour suspendre une charge en hauteur, carcasse animale par exemple, ou bloquer la corde. Beaucoup sont décorés de figures animales, certains de stries parallèles. Étudiant le bâton percé de la grotte du Placard, Alexander Marchak a étudié les incisions latérales et a vu des séries de 8 et 14 traits suggérant des phases lunaires. De son côté, Chantal J.W. y a vu un oculaire permettant d'observer les astres, dont les stries gravées sur le manche permettaient de mesurer la hauteur sur l'horizon. Elle s'est fabriqué et gradué un bâton percé qui, tenu à bout de bras lors de ses nuits à Serjak, lui permettait de mesurer l'élévation du coucher lunaire. Ishango est un site au bord du lac Rutanzige, au Congo, qui a connu plusieurs occupations entre 25 000 et 8 500 ans. L'homme d'Ishango était un pêcheur, qui mangeait également un peu ses voisins, mais ce n'est pas cette fois ce qui m'attire chez lui. De tous les artefacts trouvés, l'attention est attirée par un outil en os mesurant approximativement 10 cm qui est exposé au musée de Bruxelles. Un fragment de quartz est enchâssé au sommet. Il porte plusieurs incisions groupées en 3 colonnes. La colonne de gauche peut être divisée en 4 groupes. Chaque groupe possède respectivement 19, 17, 13, 11 entailles. La colonne centrale peut être divisée en 8 groupes. Par un comptage approximatif et instinctif, on peut compter 7, 5, 5, 10, 8, 4, 6, 3. La colonne de droite peut être divisée en 4 groupes. Chaque groupe possède respectivement 9, 19, 21 et 11 entailles. À première vue, on peut penser qu'il ne s'agit là que d'une suite fortuite de nombres. Quelques auteurs ont proposé des spéculations sur les entailles présentes sur l'os d'Ishango, en les interprétant comme une notation arithmétique. Dans les années 1950, Hinzelin fut le premier à considérer cet os comme un vestige présentant un intérêt pour l'histoire des mathématiques. La première colonne ne comporte que des nombres premiers, 11, 13, 17, 19. La troisième colonne, 11, 21, 19 et 9, représente respectivement 10 plus 1, 20 plus 1, 20 moins 1, 10 moins 1. La colonne centrale avec ses groupes 3 et 6, 4 et 8, 10 et 5 serait un concept de duplication ou de multiplication par 2. L'os d'Ishango semble, selon lui, se présenter comme un document crypté. D'autres, comme Alexander Marchak, ont poursuivi les travaux de Hinzelin. Écartant l'hypothèse des nombres premiers, ils ont proposé d'autres extrapolations basées sur le même présupposé d'une notation arithmétique. On est bien avant l'arrivée des premières civilisations égyptiennes ou grecques. Les mathématiques étaient-elles déjà une préoccupation des hommes du Mésolithique, ou ces incisions avaient-elles une fonction plus pragmatique? Le nombre de proies abattues, des indications rituelles ou des notions d'un calendrier que l'on n'arrive pas à déchiffrer. Marchak mène plus loin la réflexion sur cet os. Si l'on additionne les inscriptions de chaque colonne, on trouve nombre de 60 pour les colonnes 1 et 3, soit la durée approximative de 2 mois lunaires. Toutes les coches n'ont pas la même longueur. Signifient-elles des différences entre la nouvelle et la pleine lune?
on ne trouve pas de concordance exacte entre ces marques et les périodes lunaires astronomiques. Les conditions météorologiques faussaient peut-être les observations du graveur. Ces eaux signifient tout de même une préoccupation intellectuelle des sapiens de cette époque. Cela correspondait-il à une nécessité de planifier ses activités saisonnières, abandonner les collines pour descendre au bord du lac et pratiquer des activités de pêche, ou de traquer la migration de troupeaux, ou à l'inverse quitter les zones inondables pour retourner sur les collines? Alexander Marshak s'est pris au jeu et a continué ses recherches dans tous les musées pour découvrir les stries lunaires sur de nombreuses eaux préhistoriques. Ce serait fastidieux de les décrire tous. Je citerai l'exemple de certains spécimens décrits dans son livre « Les racines des civilisations ». Un galet de Barma Grande en Italie, un fragment d'os à Logiri Haute en Dordogne, un os au fourneau du diable, une plaquette en calcaire à Parpaillot en Espagne, un andouillé brisé à Isturiz au Pays Basque, un os d'aigle de la grotte du Placard, un os de l'abri Meige à Teija, un bâton de la grotte de la Marche, un bâton de Cueto de la Mina, une hache en bois de Rennes à Arenburg en Allemagne, etc., etc. Certains de ces objets étaient déjà connus et étudiés pour d'autres gravures artistiques et animalières, les encoches étant passées inaperçues ou peu dignes d'intérêt. Mais on ne découvre que ce que l'on cherche, et l'idée fixe de Marshak, de calendrier lunaire, montre que ces stries sont beaucoup plus fréquentes que l'on aurait pu l'imaginer, et devaient répondre à un besoin réel des hommes du Paléolithique. Un os a été découvert dans la grotte de Thaïs, ou Thaï, dans la Drôme. Il date de l'Asilien, période qui prolonge le Magdalénien et qui est caractérisée par un réchauffement climatique tempéré. C'est un fragment de côte de 9 cm de longueur, gravé de fines encoches, dont la répartition suggère une forme de numérotation écrite. Les 7 lignes horizontales sont composées de traits courts, perpendiculaires, gravés au moyen de différents outils. On en compte 28 ou 30 par séquence. Là où une section horizontale s'interrompt, une autre commence. Ce sont donc des séquences espacées dans le temps, suggérant un système d'enregistrement rythmique. D'après Alexander Marshak, les 17 encoches qui terminent la première ligne ont été faites avec 5 outils différents, par plusieurs mains, à différents moments sur une période relativement longue. La notation se lit de gauche à droite, le long d'une ligne horizontale, puis descend à l'extrémité droite et remonte verticalement pour une lecture de droite à gauche sur la ligne horizontale suivante. Certains y voient une forme de proto-écriture qui évoquerait des phases de la Lune ou des levées et couchers de soleil. Le récit couvrirait une période de 3 années. On peut être étonné de voir le nombre de calendriers lunaires gravés au cours du Paléolithique. Quel était donc le besoin de Sapiens de noter ces phases de la Lune à cette période de l'histoire de l'humanité? Toutes ces activités sont conditionnées plus ou moins par les phases lunaires. C'est un chasseur, il sait que les animaux sortent aux premières lueurs du jour et avant le coucher du soleil. Mais il sait que le gibier va être plus facilement rencontré à la nouvelle lune quand la nuit est plus sombre. À l'inverse, à la pleine lune, les carnivores peuvent sortir la nuit et leurs proies, rongeurs, lièvres, lapins, se terrent au plus profond de leur terrier. De la même façon, les poissons migrateurs, saumons, anguilles, ne se pêchent pas à la pleine lune, alors qu'ils sont plus abondants avant ou après la nouvelle lune. La pêche à pied sur l'estran, à marée basse, permet de ramasser les coquillages, plus goûteux au moment de la lune croissante. On peut encore le constater pour les huîtres. Il sait également que les grenouilles au printemps chantent davantage les nuits de pleine lune quand leur vie sexuelle est plus active. Et dans son clan, Sapiens a peut-être remarqué que son sommeil, ses humeurs, son agressivité varient parfois avec les phases de notre satellite. Puis bien sûr les femmes. Les Indiens ne disent-ils pas qu'elles ont leur lune chaque mois? Peut-être croient-ils constater que la naissance des bébés sont liées à la pleine lune. 71% de la population le croient encore, alors que cela n'a jamais été prouvé scientifiquement.
Tout ceci va changer peu à peu avec la révolution néolithique, quand l'économie de culture et d'élevage va modifier les besoins et les repères temporels. Au jour solaire moyen de 24 heures, au mois lunaire de 29 à 30 jours, l'homme préhistorique va devoir ajouter à présent une année qui respecte les saisons, les variations climatologiques, et qui permet de prévoir les périodes de semis, de plantation, de repiquage, de récolte des végétaux qu'il va cultiver. De même, la gestion du bétail va nécessiter de prévoir des périodes de rut, de mise bas des petits, de migration vers les pâturages, de sacrifice de certains animaux pour assurer les réserves dans les périodes hivernales. Il va alors devoir élaborer des calendriers solaires indiquant les dates des saisons. L'observation du mouvement des astres, et en particulier du Soleil, va lui permettre de résoudre ce problème. Les structures en bois ou en pierre vont être établies comme repères le long de l'horizon, permettant de noter les observations. Nabta Playa est un site égyptien localisé dans une zone actuellement désertique, à l'ouest d'Abou Simbel, qui fut occupée avant le 9e millénaire avant notre ère. Ce monument supposé cérémonial est impressionnant, même s'il n'est pas très grand. Il consiste en une série de blocs de pierre, de grès, arrangés en cercle, certains atteignant 2 mètres de hauteur. Sur le cercle, on peut distinguer 4 couples de pierres plus grandes, formant comme des portes. À l'intérieur du cercle, on rencontre 2 rangées de pierres, dont la fonction astronomique, s'il y en a, n'est pas évidente. Ce calendrier peut être un calendrier lunisolaire. Les portes en donnent une indication. 2 d'entre elles en vis-à-vis sont sur une ligne nord-sud. 2 autres paires forment une ligne à 70 degrés à l'est-nord-est, qui s'aligne avec la position calculée du lever du soleil au solstice d'été il y a 6000 ans. Le solstice d'été correspond au début de la saison des pluies dans le désert. L'âge exact de ce cercle n'est pas connu avec certitude. Le cercle de Gössek se trouve en Saxe. Il comprend une série de 3 cercles concentriques de terre, avec chacun 3 ouvertures, qui coïncident avec les levées et couchers du soleil au solstice d'hiver et d'été. L'existence d'un 4e cercle extérieur qui aurait disparu au fil des âges est fortement discutée. Daté de 4800 ans avant notre ère, il serait donc légèrement antérieur aux sites similaires retrouvés en Mésopotamie et en Haute-Égypte, Nabta Playa. Pour Schlosser, les portes au sud marquaient le lever et le coucher héliaque au solstice d'hiver et d'été. Il permettait aux prêtres, mais aussi aux premiers agriculteurs européens, de déterminer avec précision le calendrier de leurs travaux. Toujours selon Schlosser, Gössek n'est pas simplement une construction calendaire, mais plutôt et clairement une construction sacrée. Les experts rapprochent le tertre de Gössek d'une autre découverte spectaculaire faite à moins de 30 km, le disque de Nebra. Le disque de Nebra est un disque de bronze, pesant à peu près 2 kg, d'environ 32 cm de diamètre. Il a été mis au jour illégalement par des fouilleurs clandestins en juillet 1999 à Nebra en Saxe, Allemagne, avec d'autres objets constituant un dépôt culturel. En effet, bien que ce disque a été créé 2400 ans après Gössek, son orientation et le marquage des solstices d'hiver et d'été offrent des similarités. Le disque est décoré de symboles en feuilles d'or qui présentent clairement le soleil, la lune et leurs mouvements. Un groupe de 7 points a été interprété comme la constellation des Pléiades, telle qu'elle apparaissait il y a 3600 ans. Gössek et le disque de Nebra signent une connaissance astronomique commune, connaissance liée à une mythologie et une cosmologie bien précises. Cela, bien sûr, nous fait penser à Stonehenge, qui est un monument mégalithique érigé entre 2800 et 1100 avant notre ère, à l'âge du bronze. Il est situé à 13 km au nord de Salisbury, en Angleterre. Il a été bâti en 3 phases.
D'abord une enceinte circulaire, délimitée par une levée de terre, et un petit fossé à l'extérieur, mesurant environ 110 mètres de diamètre, avec une entrée principale, orientée vers le nord-est, et une entrée plus petite vers le sud. Deux cercles concentriques, chacun constitué de 38 cavités, ont été creusés au centre du site. Dans l'axe du monument, orienté au nord-est, vers le soleil levant du solstice d'été, se trouvent des pierres bleues, constituées de dolérite, de couleur bleu verdâtre. On sait depuis 1923 que toutes ces pierres proviennent des collines de Preseli, au pays de Galles, à plus de 250 km. Le transport a pu être effectué entièrement par mer, en contournant la péninsule de Cornouailles, ou bien depuis la région de Bristol par voie fluviale et halage terrestre. L'étape suivante des travaux survient à la fin du IIIe millénaire, alors que partout en Europe, la grande période du mégalithisme est déjà éteinte. On voit alors s'ériger sur le site un complexe mégalithique exceptionnel de 75 monolithes à l'origine, sur lesquels se concentrent encore aujourd'hui tous les regards des visiteurs. Les immenses monolithes, uniformément constitués de grès sarsen, ont été extraits de carrières que l'on peut visiter librement à 40 km environ au nord de Stonehenge, dans les Marlborough Downs, à l'est de Avebury. Le transport de ces monolithes, dont les plus gros pèsent environ 50 tonnes, constitue une aventure d'ingénierie collective sans pareille. Les pierres ont été assemblées selon des techniques de charpente, par tenons et mortaise. Chacun des 10 piliers présente un tenon unique central en sa partie supérieure et 5 linteaux pesant jusqu'à 50 tonnes. En partant de l'ouverture nord-est, dans le sens des aiguilles d'une montre, les deux premiers trilithes sont les seuls qui nous soient parvenus intacts, tandis que le grand trilithe central est depuis longtemps effondré. On s'est longtemps émerveillé devant l'exploit des néolithiques pour construire un tel monument. Puis les préhistoriens se sont interrogés sur sa signification et son usage. L'archéologue britannique Mike Parker Pearson a étudié le site pendant de nombreuses années. C'est lui qui a trouvé que le cercle extérieur de 56 pierres bleues marquait la sépulture de 63 corps préalablement incinérés, d'hommes, de femmes et d'enfants, constituant sans doute une élite, voire une aristocratie locale. Ce n'est qu'après la construction de la partie centrale des monolithes en grès sarsen que Stonehenge est devenu un centre cultuel des solstices solaires. Des pèlerins arrivaient de l'ensemble de la Grande-Bretagne et s'installaient dans le village de Durrington Walls, à moins d'1 heure de marche de Stonehenge. Ce village, presque désert en temps normal, pouvait accueillir plus de 4000 personnes au moment des solstices. C'est une foule énorme quand on sait que la Grande-Bretagne ne devait pas compter plus de 10 000 habitants au néolithique. Ils arrivaient avec leur bétail, bovins, porcins. Ils allaient sacrifier au moment de la fête. Plus de 80 000 fragments osseux animaux ont été exhumés, dont un grand nombre de dents. L'étude des isotopes du strontium de l'émail dentaire permet de savoir que ces animaux sont originaires de l'ensemble de la Grande-Bretagne et d'Écosse, et même des îles de l'archipel des Orcades. Les populations chaque année venaient donc de toute la Grande-Bretagne vers Stonehenge pour célébrer les solstices d'hiver et d'été. Ce culte a dû prendre fin vers 2500 ans avant Jésus-Christ, quand apparaît une culture nouvelle venue d'Europe continentale et caractérisée par des sépultures sans incinération, sous les tumuli. On en recense plus de 360 autour de Stonehenge, et montrant des vases campaniformes en signe d'offrande. Ces nouveaux venus possédaient une technique nouvelle, la métallurgie du cuivre et du bronze. On avait changé d'époque. Voici donc une carte montrant la proximité des sites de Stonehenge, Woodhenge et Durrington Walls. Une avenue processionnelle permettait en moins d'1 heure de marche d'aller du village au temple solaire.
Elle devait longer Woodhenge, qui se situe à moins de 2 km de Stonehenge et qui a dû être construit à la même époque. C'est également un cercle, mais en bois, dont il ne reste que peu de traces. Des piliers récents montrent la taille du site et des maquettes en proposent la reconstitution. La tradition des cercles concentriques va durer jusqu'au début de notre ère. Samijetuza est une cité antique érigée en Roumanie qui fut la capitale des Daces. L'empereur romain Trajan en fit le siège en 101 et 102. On y trouve un calendrier permettant d'ordonnancer les cultes et le rythme des travaux. La religion des Darses vénérait Orphée, descendant aux enfers, délivrait Eurydice. C'était un culte à mystère, initiatique, relié aux phénomènes naturels. Newgrange est l'un des plus célèbres sites archéologiques d'Irlande, au nord de Dublin. C'est un tumulus de 85 mètres de diamètre, construit autour de 3200 ans avant Jésus-Christ, soit près de 600 ans avant la grande pyramide de Gizeh en Égypte et près de 1000 ans avant Stonehenge en Angleterre. Le site consiste en un gros tumulus circulaire au centre duquel se trouve une chambre mortuaire à laquelle on accède par un très long couloir couvert. Cette structure circulaire de 12 mètres de haut est composée de plus de 200 000 tonnes de terre et de pierre. Le mur extérieur du tumulus est flanqué de pierres monumentales sur lesquelles il est possible d'observer des dessins en spirale et quelques triskel. Chaque année, selon l'observatoire de Sir Norman Lockyer en 1909, le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre, à 9h17 du matin, le soleil pénètre directement dans la chambre centrale pendant à peu près 15 minutes. La précision de l'orientation de l'édifice est donc spectaculaire. Bien d'autres sites en Grande-Bretagne et dans le monde ont été bâtis en temples solaires et permettent le regroupement des populations au moment des solstices. À l'âge du bronze, la vallée des merveilles au pied du mont Bégo révèle également des connaissances astronomiques et calendaires étonnantes. Le mont Bégo contient des roches ferreuses qui attirent la foudre. Les populations de l'âge du bronze étaient très impressionnées par ces phénomènes atmosphériques. Chaque année, conduisant leurs troupeaux dans la vallée des merveilles, ils gravaient les roches de signes corniformes et de représentations du déroulement de l'orage chargé de symboles, eau fécondante et feu destructeur. C'est toute une symbolique montrant la puissance céleste sur la vie et la mort. Les gravures rappellent singulièrement certaines constellations célestes. Pour Annie Echassou, du laboratoire du Lazaret, la présence d'un groupe de 7 points placés à côté d'une hallebarde orientée est-ouest semble indiquer la représentation du coucher héliaque des Pléiades, moment important du calendrier agraire dans l'Antiquité. Les constellations d'Orion et du Taureau permettaient de situer les Pléiades dont on voit la photo prise par Hubble. Comme le souligne l'astronome Schlosser, les prêtres et les chamans du néolithique accordaient une extrême importance à cette constellation puisque son apparition marquait dans tout l'hémisphère nord le début des moissons. Chantal JW montre que pour un observateur placé sur la roche de l'autel, la dernière pleine lune avant l'équinoxe d'automne apparaît au sommet du pic des merveilles et suit au cours de la nuit le contour de sa pente nord. Les photos de cette diapositive ont été prises le 20 septembre 1994. Elle remarque également que la stèle du chef de tribu présente la particularité suivante. L'axe du chef de tribu, 90 degrés d'azimut, est celui du soleil, lorsqu'il se lève sur la crête du mont Bégo, le jour du solstice d'été. 46 jours plus tard, le soleil éclaire en se levant la ligne longitudinale formée de 3 poignards dont l'axe est de 112 degrés. Le jour de l'équinoxe d'automne, le soleil se lève à 121 degrés d'azimut
dans l'alignement du poignard, gravé à droite. Si l'on en croit Jérôme Magaille du musée de préhistoire de Monaco, les gravures du mont Bégaud sont liées au rythme saisonnier et aux cultes associés. Elles traduisent l'utilisation d'un calendrier solaire liturgique. En zone 4, une roche en schiste inclinée comporte 36 gravures dans sa partie inférieure. Une arête d'une vingtaine de centimètres, entaillée au sommet de la roche, a servi de gnomon. Au fur et à mesure que les jours diminuent, le solstice d'hiver à la fin septembre, l'ombre se déplace de la gauche vers la droite, des gravures de poignard vers un corniforme et permettent le repérage des dates. On reste stupéfait devant ces preuves de connaissances astronomiques. Toutefois, n'oublions pas que nous sommes à la fin de la préhistoire, l'époque de l'occupation de la vallée des merveilles et contemporaine de l'Égypte antique. Les prêtres égyptiens vont passer des milliers d'années à étudier le ciel, ses étoiles, ses constellations, qui leur permettra d'élaborer une mythologie complexe où Mout, la déesse de la voûte céleste, sera le support de toutes les étoiles et constellations. Le dieu soleil Ra naviguera dans sa barque d'est en ouest le jour et l'inverse la nuit. Le taureau Apis, symbole du Nil, portera entre ses cornes le disque solaire, symbole de vie, de renaissance. Et justement en Égypte, les tâches agricoles dépendent des crues du Nil et ont besoin d'être prédites avec précision. C'est l'utilisation d'une autre étoile, la plus brillante du ciel, Sirius, qui va jouer ce rôle. Sirius est dans le prolongement de 3 étoiles de la ceinture d'Orion. C'est l'étoile Alpha de la constellation du Grand Chien, fidèle compagnon du chasseur Orion. Le lever héliaque de Sirius se situe à l'époque vers le 22 juillet et s'accompagnait du début des crues du Nil et l'apparition des fortes chaleurs qualifiées de canicules, le nom du chien. Certains prêtres guettaient l'apparition de Sirius, tandis que d'autres s'apprêtaient à mesurer la hauteur des eaux du Nil dans le nilomètre d'Assouan, d'Edfou, Komombo, Philae. La hauteur du niveau du Nil permettait d'évaluer l'abondance des récoltes futures et le montant des impôts à verser à Pharaon. Curieusement, alors que toutes les civilisations vont peu à peu adopter le calendrier solaire, le judaïsme continuera à utiliser des bases lunaires pour définir ses fêtes religieuses, telles que le Kippour. Le calendrier hébraïque est un calendrier lunisolaire, composé d'années solaires, de mois lunaires et de semaines de 7 jours, commençant le dimanche et se terminant le samedi, jour du Shabbat. Une année lunaire de 12 mois fait 354,367 jours. Les chrétiens, héritiers du judaïsme, situeront de la même façon la fête de Pâques, au premier dimanche suivant l'équinoxe de printemps, donc variable dans le calendrier grégorien. À l'inverse, Noël sera défini comme le 25 décembre, fixe, malgré les variations du solstice d'hiver. Le calendrier islamique est un calendrier lunaire et non solaire, fondé sur une année de 12 mois lunaires, 29 à 30 jours chacun. Une année hégirienne compte ainsi 354 ou 355 jours, et donc plus courte qu'une année solaire d'environ 11 jours. C'est pourquoi les dates du Ramadan et de l'Aïd varient chaque année. Dans la vie pratique courante, juifs, chrétiens, musulmans utilisent bien sûr le calendrier solaire universel. Au nord de l'Espagne, parmi les mythes qui subsistent de la tradition cantabrique, on rencontre celui du culte des grandes divinités protectrices, telle l'adoration du soleil, comme en témoignent plusieurs stèles, ainsi que le culte du feu. Des stèles géantes sont exposées au musée de Santander, témoins des cultes du soleil et de la lune. Les croix gammées représentent le soleil en mouvement et les demi-cercles des phases lunaires. La déesse mère fertilisatrice était associée à la lune et exerçait son influence sur les périodes de semis et de récolte des cultures. Cette croyance a perduré dans les campagnes pendant très longtemps.
Pascal Rome a fait remarquer que pour les chrétiens, et depuis l'Antiquité, la croix du Christ est souvent associée au soleil, à la lune, vestige de cultes anciens incorporés aux divinités du panthéon gréco-romain. On peut y voir parfois associer le serpent, le crâne, la colombe, qui viennent s'ajouter aux personnages bibliques tels que la Vierge, Saint Jean, les archanges Gabriel et Michel. Il y a là un profond syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de religions dont les Romains étaient coutumiers et qui s'est transmis aux premiers chrétiens. Nous ne nous aventurerons pas davantage dans les croyances et l'aventure des calendriers et de leur évolution. C'est un sujet passionnant mais très complexe qui nous prendrait beaucoup de temps. Pour me résumer, je rappellerai simplement qu'au Paléolithique, Sapiens a représenté les calendriers lunaires qui répondaient à ses besoins de chasseurs-cueilleurs. Au Néolithique, le cycle solaire s'est imposé chez les agriculteurs-éleveurs. Les instruments de mesure montrant une ingéniosité extraordinaire, comme l'illustre l'os gravé de la brume blanchard, ont peu à peu évolué. C'est à partir de l'âge du bronze, comme dans la vallée des merveilles, que des ébauches de gnomons sont apparues. Il faudra attendre l'Antiquité pour les perfectionner et être capable de les graduer. Ce sera l'apparition des cadrans solaires qui permettront de définir les heures divisant la journée. C'est avec les Grecs et les Romains que l'on va créer les clepsydres, les sabliers, et au Moyen-Âge de premières horloges mécaniques dont l'énergie de la pesanteur des poids allait remplacer celle des fluides des clepsydres. La mesure du temps s'est affinée avec de plus en plus de précision. Savez-vous qu'aujourd'hui, la définition internationale officielle de la seconde, c'est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. C'est clair, non? C'est pourtant indispensable pour pouvoir envoyer des sondes comme Philae sur la comète de Chury. L'intelligence de Sapiens continue toujours à m'émerveiller.